Bonjour, mon nom est Alain Charbonneau et je suis vice-recteur à l'Agence universitaire de la francophonie et j'agirai aujourd'hui à titre de champion de la présente table ronde. Bienvenue à tous, bienvenue à cette table ronde portée par l'Agence universitaire de la francophonie dont le titre est « Le rôle des universités pour combler les clivages et les fractures socio-économiques et environnementales qui découleront de la pandémie ». En effet, le monde que nous avons connu avant la pandémie et le monde que nous connaîtrons à la sortie de cette crise mondiale présentera des différences, des fractures possiblement majeures et permanentes relativement aux dimensions sociales, économiques et environnementales de notre activité. C'est ce que nous analyserons aujourd'hui à cette table ronde en recherchant le rôle que les universités pourront et devront tenir pour résoudre ou amoindrir, si nécessaire, ces fractures. La table ronde d'aujourd'hui fera intervenir 8 panélistes de tous les coins de la planète et que nous vous présenterons dans quelques minutes. Nous avons également le plaisir d'accueillir à cette table la sénatrice Josée Forest-Nissing du Sénat du Canada, qui viendra au terme des échanges faire ressortir certains points, certaines réflexions qui auront davantage retenu son attention. Bienvenue, Madame la sénatrice. Le modérateur de la table ronde est M. François Sergent, journaliste pendant près de 35 années auprès du quotidien français Libération et aujourd'hui à la retraite. Et c'est M. Sergent qui amènera les panélistes à se présenter. Voici donc pour la mise en place et la mise en contexte de cette table ronde. Et maintenant, il me fait plaisir d'inviter le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Slim Kabous, à prendre la parole au nom de l'Agence pour l'ouverture de cette table ronde. Monsieur le recteur. Merci Alain et merci à tous d'être parmi nous. Je voudrais pour commencer d'abord remercier l'Université de Victoria qui nous a donné l'opportunité de co-organiser ce beau panel dans le cadre du forum de l'université. Un forum d'autant plus intéressant qu'il est varié et là nous avons le seul panel francophone qui donne un positionnement un peu particulier. Je voudrais également remercier tous les panélistes ici présents ce soir ou ce matin, parce qu'on est sur des créneaux horaires très différents, qui ont bien voulu accepter de faire partie de ce panel et qui nous donne un panel de très haut niveau et prestigieux. Et merci à tous d'être parmi nous ce soir. Deux mots sur l'AUF sans trop m'étaler. L'AUF est le premier réseau universitaire au monde aujourd'hui parce qu'il y a 1007 universités au centre de recherche membres de notre organisation, issus de 119 pays. Ce qui donne un réseau assez intéressant, impressionnant. Et nous avons également une présence physique dans une soixantaine de pays par des bureaux régionaux ou des bureaux nationaux. L'AUF participe au thème du jour. L'AUF se veut une organisation globale qui œuvre pour la mise en valeur du rôle stratégique des universités dans le développement des nations et du monde en général. Mais vous le savez très bien, la relation entre université, savoir et développement est une relation très complexe pour plusieurs raisons. Complexe parce qu'elle dépend de la dimension sociale, complexe parce qu'elle dépend de la dimension économique, mais complexe aussi parce que les choix environnementaux sont derrière et les choix politiques conditionnent toute cette complexité. Pour que ça marche, il faut que ça soit intégré. Il faut que la dimension du savoir, du développement politique, économique, social soit intégrée et que l'université puisse prendre en considération toute cette complexité avec une intégration des acteurs et des actions interconnectées. C'est ce que nous essayons de faire à l'AUF. Et c'est pas toujours facile. Nous ne sommes pas une université, mais nous sommes un réseau d'universitaires. Nous sommes un réseau qui est au service des universités. La démarche de l'AUF est une démarche qui se veut ascendante et co-construite. Nous avons d'ailleurs récemment lancé une consultation mondiale auprès de tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Aujourd'hui, nous avons obtenu plus de 16 000 questionnaires remplis ou enquêtes en face à face auprès des étudiants, auprès des politiques,
auprès des universitaires, auprès de la société civile autour de l'université. Et nous allons, je l'espère, dans quelques mois, pouvoir vous donner un livre blanc de la francophonie scientifique dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Et ce panorama fera l'objet d'un ouvrage scientifique et qui sera également le socle de notre future stratégie sur les 4 prochaines années. Et donc, le panel que nous avons ce soir ou ce matin participe à cette réflexion collective sur les choix d'orientation stratégique de notre organisation. Nous allons vers une approche différenciée. Certes, il y a une vision globale du rôle de l'université, on va en parler ce soir, mais aussi il y a une approche locale et une action adaptée. Donc notre vision se veut aussi une vision qui accompagne la coopération internationale pour les pays du Nord et une vision qui aide aussi les pays du Sud à changer de modèle de développement. Bien sûr, il y a le rôle classique des universités, c'est de former des citoyens du monde, l'ascenseur social à titre individuel, le respect de la diversité au niveau social et collectif. Mais à l'AUF, nous essayons de développer le rôle économique et qui a 3 dimensions et probablement ils seront largement débattus ce soir. Il y a d'abord la dimension naturelle qui est la dimension de la formation des ressources humaines. Dans la formation des ressources humaines, il y a beaucoup d'enjeux dans les pays du Sud. Je vais jeter quelques exemples très rapides. Un des enjeux, c'est la fuite des cerveaux. Est-ce que les meilleurs dans les pays du Sud restent dans les pays du Sud ou vont ailleurs? Est-ce que la mobilité internationale ne peut pas se transformer parfois en un exode des compétences? Alors, quel est le rôle de l'université pour gérer cet exode, pour limiter cet exode, pour transformer justement cet exode en une mobilité positive, une mobilité dans les 2 sens. Ça, c'est une question et un enjeu primordial pour l'AUF, notamment pour des pays du Sud qui aujourd'hui sont, pour beaucoup, face à une massification de l'université et donc un lien avec la question de la qualité, mais aussi un lien avec la question de l'employabilité des diplômés du supérieur. Et nous lançons un vaste programme de centres de carrière dans les universités membres de l'AUF pour aider justement les universités à mieux insérer professionnellement leurs étudiants. Ça, c'est un premier exemple. Ou alors de développer des statuts particuliers comme le statut d'étudiant entrepreneur qui serait non pas un demandeur d'emploi à la sortie de l'université, mais plutôt un créateur d'emploi. C'est un axe sur lequel nous essayons de travailler. L'autre axe également, toujours dans le développement des ressources humaines, mais là c'est du côté des enseignants, c'est de changer la méthode d'enseignement parce qu'aujourd'hui on a un développement de l'apprenant qui est différente. L'apprentissage et la pérennité sont un problème majeur et donc nous avons des très grands programmes de formation des formateurs. Et la gestion des ressources humaines ne se fait pas uniquement à l'université, elle se fait aussi à l'école de base. L'AUF est porteur par exemple d'un grand projet qui s'appelle Apprendre, qui est développé dans 26 pays d'Afrique et qui 26 pays dans 24 pays d'Afrique plus le Liban et Haïti, et qui vise à former les formateurs dans le primaire et le secondaire, parce que nous pensons que la formation dans l'enseignement de base peut être accompagnée également par l'université. C'est un autre rôle de développement, toujours dans le développement des ressources humaines. Le deuxième axe de développement de l'université et que l'AUF porte, c'est la recherche et l'innovation. La recherche et l'innovation doivent jouer leur rôle économique dans l'université. C'est pour ça que la production de la connaissance est une préoccupation permanente à l'AUF par les universités. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, le développement des collèges doctoraux. Ça peut aussi prendre la forme de Fab Lab. Ça peut aussi aider au montage de laboratoires. Ou l'exemple le plus récent et qui est lié à notre sujet, c'est l'appel à participation, l'appel à projet que nous avons lancé sur la pandémie. Nous nous sommes adressés directement aux jeunes chercheurs, aux jeunes ingénieurs. On n'est pas passé par les institutions classiques où il y a toute une convention assez lourde et qui prend du temps. Et nous avons appelé ces gens, on leur a dit, si vous avez des solutions concrètes qui peuvent être implémentées dans les 3 mois, nous sommes preneurs. Et ça a été un grand projet avec 1 million d'euros dans un premier temps et nous avons rajouté des fonds après, vu le succès. On a eu plus de 2000 projets proposés avec plusieurs universités qui se sont mis ensemble, issus de 75 pays différents. Ça a été un succès extraordinaire. Et ma foi, aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner, de financer des projets
qui apporte des solutions concrètes à des pays qui sont en grande difficulté par rapport à leur au suivi de cette pandémie. Et donc, concrètement, parmi les rares fois dans certains pays du Sud où on a vu que l'université donnait des solutions immédiates, concrètes, applicables pour ces pays-là. Et donc, troisième point, parce que c'était la ressource humaine, premier point. Deuxième point, recherche et l'innovation. Le troisième point, c'est le mécanisme d'ouverture sur l'environnement. Et nous aidons donc les universités à mieux communiquer avec l'écosystème, à mieux communiquer avec le monde économique et l'entreprise, ce qui est absolument nécessaire parce que ça fait des années, et c'est pas un sujet nouveau qu'on dit qu'il faut qu'il y ait ce dialogue université-entreprise, mais les mécanismes de ce dialogue ne sont pas toujours faciles et donc nous participons à ce mécanisme à travers la mise en place de réseaux. Donc on fait partie des réseaux mondiaux de coopération, on aide les universités à s'interconnecter, à travailler ensemble, sud-sud, nord-nord, nord-sud, sud-nord, dans tous les sens. Et ça aussi, c'est la mobilisation des expertises du monde entier est aussi un rôle important pour notre organisation. Voilà, très globalement, je ne suis pas rentré dans le détail, j'espère que peut-être dans le débat, on aura le temps d'y revenir, mais c'est globalement les grandes missions de l'AUF pour accompagner le rôle de l'université dans Ils ont mon image? les solutions concrètes. Non, ils sont fermés pour les images des gens. Voilà. Merci pour votre écoute et je vous rends la parole. Merci, Monsieur le recteur. Alors maintenant, je vais inviter le modérateur de notre rencontre d'aujourd'hui, Monsieur François Sergent, à animer la rencontre avec les 8-9 panélistes là, qui sont avec nous pour faire cette analyse que nous nous proposons aujourd'hui. Monsieur Sergent. Votre micro, Monsieur Sergent. Je n'ai pas pu enlever par la technique derrière. Bonjour à tous et bonsoir pour certains et même bonne nuit pour certains. Donc, avant de commencer les questions, je vous invite chacun à vous présenter. On va commencer par Madame Gaboury. On va suivre l'ordre. Je pense que vous avez la même grille que moi. Et je voulais je pense que Monsieur le ministre vient d'arriver et vous nous entendez? Monsieur le ministre, en Mauritanie, vous nous entendez, Monsieur le ministre? Oui, je vous entends, mais je ne vois pas mon image sur la vidéo. Je vous remercie. Bonsoir. D'accord. Bonsoir, Monsieur le ministre, si vous avez le son, c'est déjà très bien. Moi, je vous entends bien. D'accord. Mais je ne vois pas mon image sur la caméra. D'accord. Nous, on a une image fixe, donc, mais je pense que ça va être corrigé par la régie, comme on dit dans les télévisions. Donc, on va commencer, chacun va se présenter en commençant par Madame Gaboury brièvement. Donc, Madame Gaboury, pouvez-vous vous présenter en quelques mots avant que je commence le panel en posant les questions? Oui, bonjour à tous. Anne Gaboury du Mouvement Desjardins, qui est un mouvement d'institutions financières coopératives. Travaillé plus de 20 ans à l'international dans le développement de la finance inclusive dans les pays en développement et plus récemment au Mouvement Desjardins de retour sur la scène domestique, travailler plus étroitement sur l'écosystème des startups, des entreprises en démarrage. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sophie Tamour, je ne sais pas si je suis dans la liste, là. Je pense que nos tableaux sont un peu différents, mais rectrice de l'Université Laval à Québec, au Québec. Et aussi membre, je pense qu'un élément qui peut être pertinent pour ce panel-ci, là, membre du conseil d'administration du CRDI, le Centre de recherche et développement international, un organisme canadien qui appuie la recherche et le développement basé sur la science et les faits partout dans le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Votre micro, Monsieur Sergent, toujours. Oui. OK, il faut que je répète à chaque fois. OK, Monsieur Stajankis, vous pouvez le... Oui. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Stajankis, je suis président de l'Université des Antilles. Je suis basé en Guadeloupe. L'Université des Antilles se trouve sur 2 territoires, Guadeloupe et Martinique.
Je suis président aussi de la conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe. Et entre autres, je suis professeur de médecine, gynécologue obstétricien. Merci beaucoup, Monsieur Jonqui. Votre micro, Monsieur Sergent. Encore le micro. Pardon, j'ai remis mon micro, mais il s'arrête. Si Monsieur Salim Dakache voulait bien vous présenter. Mettez votre micro également. Oui, tout à fait, voilà. Bien, merci. Donc, Salim Dakache, je suis recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. C'est une université des plus anciennes du pays, fondée par les Jésuites en 1875. Et bon, cette université moyenne, de point de vue nombre, nous sommes à quelque chose comme 13 000 étudiants, avec un hôpital universitaire assez important, le plus important de Beyrouth. Lors de l'explosion du port de Beyrouth, nous avons été assez affectés. Nous avons eu des campus qui ont été presque détruits. Et nous faisons de notre mieux pour reprendre. La vie a repris au niveau de l'université depuis le 9 septembre. Nous assurons nos cours en ligne. Je suis aussi membre du bureau du conseil d'administration de l'AUF depuis un certain temps. Voilà, je suis heureux de collaborer avec le président Slim et l'équipe. Et là, tout récemment, j'ai été élu président de l'Association des universités du Liban. Voilà, je représente donc une vingtaine d'universités. Félicitations. Merci. Voilà, merci, bon, je suis assez actif un peu partout, disons, dans la vie nationale et surtout au niveau de la diversité religieuse du pays. Voilà. Merci, Monsieur le doyen. La parole est Madame Fouong, qui va se présenter également. Si vous pouvez mettre votre micro, Madame Fouong. Voilà, oui, très bien. Oui, rebonjour. Oui, je m'appelle Nguyen Thi Cuc Phuong, mais appelez-moi tout simplement Phuong. Je suis vice-rectrice de l'Université de Hanoï, une université membre de l'AUF depuis 1997. Notre université a une particularité. Nous dispensons actuellement une trentaine de programmes enseignés tous en langue étrangère, dont le français. Et cela, c'est pour créer, pour en fait former des ressources humaines qui sont capables de répondre aux besoins du marché du travail au Vietnam, un pays qui est ouvert à plusieurs partenariats et collaborations internationales. Je suis aussi membre du conseil scientifique de l'AUF depuis cette année. Merci. Merci beaucoup, Madame. Madame Giman, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour. Monica Giman, je suis Chief Customer Success Officer pour Pentalog, pour l'Europe et pour l'Asie. Très rapidement, quelques mots sur Pentalog, qui est une plateforme de solutions digitales complète qui permet aux clients à augmenter leurs capacités et accélérer leur transformation digitale à travers un large spectre d'offres de haut niveau, comprennent l'ingénierie logicielle, le développement de produits, le recrutement IT, l'évaluation de compétences tech, le marketing digital, le consulting et le financement, sachant qu'on travaille aussi avec des startups qu'on intègre dans notre stratégie. Par ailleurs, donc, je suis membre du conseil d'orientation stratégique de l'AOF. Je suis également conseiller du commerce extérieur de la France et je suis dans le board de la chambre de commerce franco-roumaine en Roumanie. Donc, je suis basée en Roumanie, à Bucarest. Merci, Madame. Le protocole n'a pas été respecté. Je suis désolé auprès des deux ministres qui passent en dernier, mais c'est sur les aléas un petit peu de Zoom et des écrans. Tout d'abord, Monsieur le ministre Itoua, voulez-vous bien vous présenter à nous tous? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Et Merci, vous m'entendez-vous? Parfaitement, Monsieur le ministre. Très bien. Bonjour à tous. Bruno Jean-Richard Itois, je suis ministre de l'Enseignement supérieur depuis 4 ans maintenant, bientôt 5 ans, dans quelques mois. Auparavant, j'étais ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique pendant 4 ans et demi. Avant ça, j'étais pendant 7 ans ministre de l'énergie de l'hydraulique. Et encore avant ça, j'étais cumulativement conseiller du chef de l'État pour les mines, le pétrole, l'énergie hydraulique et président directeur général de notre compagnie nationale de pétrole qui s'appelle la SNPC, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de créer. Et encore avant ça, j'ai passé 13 ans dans le secteur privé, dans la société Total. Voilà, mon background, c'est ingénieur, manager. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Sidi Ould Salem, vous êtes en Mauritanie. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont déjà dans la nuit. Je suis très satisfait de la participation à cette réunion. Oui, je suis Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de communication depuis 2 ans. Au moins pour le deuxième portefeuille. Mais pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, je le suis depuis 6 ans. Je salue mon collègue Selim Khalbous. Je salue aussi mon collègue et doyen Itois. Bon, j'ai une plus petite expérience que ces deux collègues que j'ai à connaître. J'ai été, je suis physicien de formation, maître de conférence à l'université de Nouakchott. Je suis titulaire d'un doctorat en physique de l'université de Lyon, en France, dans les domaines des matériaux opto-électroniques, des matériaux. Et donc, une expérience dans l'enseignement. J'ai une expérience dans le management des entreprises, parce que j'ai été directeur général de la société mauritanienne de construction immobilière. C'est un opérateur de logements sociaux. Pendant 4 ans, 2005 jusqu'en 2008. Merci, Monsieur le ministre. Je vous ferai part de votre expérience au cours du débat qu'on va commencer tout de suite. Donc, il y a 3 thèmes, l'économie, la société et l'environnement. Et chacun peut prendre la parole comme M. Charbonneau l'a expliqué, suivant ses souhaits, suivant ses intérêts. Donc, on commence par l'économie. Première question, le télétravail peut-il relancer l'économie? Et si oui, quel impact ce télétravail peut avoir sur l'enseignement supérieur? Qui voudrait répondre à cette question qui effectivement est importante au temps du Covid? Est-ce que Madame Dabour veut répondre, puisque votre responsabilité à la direction de l'université, vous avez dû réfléchir à ces questions-là? Oui, d'autant plus qu'on a un savoir-faire à l'Université Laval qui est reconnu là, internationalement sur la capacité ou l'usage des technologies numériques et la technopédagogie. Je pense que la grande question à la fois par rapport à l'emploi et par rapport à l'apprentissage, l'éducation, la formation, c'est pas tant la capacité nouvelle qu'on reçoit, mais c'est l'usage qu'on va en faire. Et on est beaucoup dans le 0-1 parce que la pandémie nous amène à dire c'est tout un ou tout l'autre là. Mais il faut se projeter dans le futur et imaginer des modalités beaucoup plus hybrides, beaucoup plus dynamiques entre la vie en présentiel et la vie dans la vie professionnelle, dans l'espace digital. Et les technologies sont aussi très avancées. Elles nous permettent de plus en plus, on le voit aujourd'hui, c'est fantastique, là, on réunit le monde sur une plateforme digitale avec des interventions et des interactions. Donc, l'évolution est très, très grande. On voit les transformations dans le milieu du travail. Elles sont réelles, elles sont rapides, mais je pense pas qu'on a encore fait le plein de toute notre expertise à faire des usages optimaux
de cette technologie pour le marché du travail. L'autre défi qu'il faut réaliser, c'est que pour pouvoir imaginer le télétravail de façon plus étendue, il faut avoir l'infrastructure. Il faut avoir cette infrastructure qui soit accessible à l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas dans le monde. C'est pas nécessairement le cas même au Canada. Et les régions plus éloignées ont souvent des déficits d'infrastructure en termes de technologie de l'information. Et la question qu'on se pose aussi, elle est bien réelle. Les technologies vont délocaliser plusieurs emplois. Et quels seront les effets réels de cette délocalisation-là? Alors, il faut se poser la question et se préparer à une nouvelle redistribution de l'emploi qui pourrait être à la faveur de régions où l'emploi est plus rare et où on vient compléter ou apporter des solutions à des pénuries d'emplois ailleurs. Mais ça aura certainement un effet important sur la dynamique économique des grandes régions, je dirais, et surtout si les grandes régions ont libéralisé leurs échanges. Donc, beaucoup de questions à venir, mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'en quelques mois, par la COVID, nous nous serons appropriés à l'échelle planétaire une maîtrise de technologies numériques qui, en temps normal, aurait peut-être pris une dizaine d'années avant que, à cette échelle, nous aurions vu là, sur le marché de l'emploi, dans le monde des affaires, cet usage-là. Alors, très certainement, l'après-COVID, on pourra plus penser pareil. Nos référents sont bien différents et on sera à la fois plus sophistiqué dans notre capacité d'imaginer les usages et mieux préparé pour avoir des conditions optimales. Et je finirai en disant que nous avions un défi, puis c'était assez répandu sur la planète avant la COVID, qui était une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des technologies numériques, dans les sciences informatiques, dans les sciences mathématiques. Et bien entendu, si on peut se projeter et on se projette post-COVID, ce besoin d'une main-d'œuvre de qualité de haut niveau ne sera pas amoindri. Il sera fort possiblement encore plus grand et on aura à réfléchir sur la façon d'imaginer le développement à la fois des compétences et l'accroissement des connaissances dans ces secteurs. Merci Madame Damour. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ces remarques Madame... Oui, Monsieur. Allez-y. Monsieur Jean qui mettez-moi très bien. Et merci beaucoup. J'ai très content de cette remarque de notre collègue. C'est vrai que avec la pandémie, nous avons acquis très rapidement un niveau d'utilisation du numérique, mais très rapidement. Et effectivement, la collègue nous a bien dit qu'on aurait pris plus de 10 ans pour arriver à ce stade. Je pense qu'on ne va pas tout remplacer par le numérique. On va utiliser le numérique et faire face à certains déficits dans certains secteurs. Et effectivement, les experts se retrouvent dans le monde entier. L'idée, c'est pouvoir utiliser les experts, travailler avec des experts du monde entier, décloisonner la discussion avec les autres, permettant d'avoir un maximum d'informations d'experts pour avancer ensemble. Je vois que pour le problème de l'université, il y a des formations pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique n'est pas au complet. C'est l'occasion de travailler avec de très nombreux pays, voire le Canada. Nous qui sommes aux Antilles, travailler avec la France hexagonale, tout en restant sur place et sans avoir une dépense exorbitante, ce qu'on aurait pu faire, qui aurait dû être importante
parce que faire venir un enseignant, ça coûte très cher. Voilà, donc je pense que ce sera forcément un complément de notre pratique d'ici l'après-Covid. Merci, Monsieur Jean-Guy. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je serais intéressé, peut-être que quelqu'un représentant plus un pays du Sud nous dise si cette question du télétravail s'est posée dans les mêmes termes que ce qui a été exposé jusqu'à présent. Peut-être, je sais pas, Madame Fung, est-ce que, par exemple, voilà, très bien, merci. Est-ce que vous voulez nous dire comment c'est vu du Vietnam? Si vous permettez. Si vous permettez, j'aimerais bien parler de la question par rapport à des pays du Sud. Je pense que c'est une problématique. C'est Monsieur le ministre Salem qui nous parle, parce que votre image n'apparaît pas. La Mauritanie. Pardon, monsieur. Oui, c'est bien Monsieur Salem, c'est bien Monsieur Salem, oui. Alors, on va peut-être laisser quand même la parole à Mme Fung qui l'avait demandé. Je vous donne la parole 3 minutes après, Monsieur le ministre. Donc, Mme Fung. Bien, merci. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes très conscients que le numérique. Vous permettez? Allez-y. Si la connexion est bonne, allez-y. Allez-y, monsieur. Donc, non, j'ai dit que le numérique est un vrai levier de développement économique, mais il y a des préalables qui ne sont pas disponibles dans les pays du Sud. Je pense qu'il y a, première étape, c'est d'avoir une bonne connectivité de nos pays, donc avoir une bonne bande passante, ce qui n'est pas le cas parce qu'on a des difficultés à se connecter avec vous. La Mauritanie, par exemple, qui est un pays très vaste sur le plan géographique, 2 fois la France, 5 fois le Sénégal, 1 million de kilomètres carrés, nous avons un seul câble sous-marin. Nous allons passer à 3 ou 4 câbles d'ici 4 ou 5 années, avec le câble et la Link, avec un câble de Facebook. Donc déjà, ça, c'est des préalables, l'infrastructure. Après l'arrivée de cette connectivité internationale, il faut la distribuer sur le plan national. Donc, il faut avoir un backbone qui distribue la capacité venant de l'étranger à tous les coins. Après, il faut développer la connectivité des institutions administratives, des entreprises. Il faut des plateformes, éducation, government, santé. Il faut une sensibilisation, une éducation numérique. Quand vous avez des pays qui ont un taux de pauvreté, un taux d'analphabétisme, un taux de scolarisation relativement faible, vous imaginez le fardeau pour faire la transformation vers le digital. Mais je pense que c'est un challenge, c'est un défi. Et le Covid nous a renforcé dans la nécessité d'adopter tout de suite des stratégies de haut débit, des stratégies de digitalisation, de transformation digitale. Ça prendra de la place, mais ça prendra un peu de temps. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, je redonne la parole à Madame Fung qui voulait nous compléter un petit peu sur cette question de télétravail dans son pays notamment. Donc, à mon avis, le télétravail, est-ce qu'on peut l'appliquer partout? La réponse est non. Ça dépend de la nature du travail. Pour le cas de l'université, nous avons passé en période de distanciation sociale où tout le monde travaillait à distance. Ça a plu à beaucoup de professeurs. Après le retour, il y a des professeurs qui ont dit est-ce qu'on peut continuer cet enseignement à distance? Mais en fait, il faut calculer bien cela parce que il y a des étudiants qui n'ont pas en bon accès au contenu et aux conditions d'études. Donc, il faut bien calculer, si on applique ça à l'université, je pense que dans certains services administratifs, ça va. Mais pour l'enseignement en général, il faut que tout soit prêt pour lancer ce type de travail ou d'enseignement à distance. Pourquoi ça plaisait aux professeurs, madame? Pardon? Pourquoi le télétravail plaisait aux professeurs? Parce qu'ils ne doivent pas se déplacer. Dans une grande ville comme Hanoï, par exemple, il faut mettre 1 heure de déplacement. C'est-à-dire qu'on travaille à la maison, on évite la foule, la circulation, la pollution, etc. Ils préfèrent ça, travailler à la maison. Mais il faut voir aussi que si on lançait cette modalité de travail, il y a des factures sociales parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de bonne ligne Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui doivent travailler sur des téléphones mobiles, ils ne peuvent pas faire des exercices à la maison, etc., etc. Même chose pour les professeurs qui
qui n'ont pas encore l'habitude de travailler en ligne, parce que quand même, pour certains professeurs, c'est une difficulté. Surtout quand on passe sur des plateformes d'enseignement à distance comme Moodle, etc. Tout le monde n'est pas encore prêt. Voilà. Donc, il faut bien préparer tout le monde à cette condition de travail et dans une proportion convenable en fonction des spécificités. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ces remarques? Monsieur le ministre Itua, vous avez la parole, oui. Oui, merci. D'abord, je voulais en profiter pour saluer aussi mon frère et collègue et ami, le ministre enseignement supérieur de Mauritanie. Et je crois que la problématique qu'il posait porte, si j'ai bien compris, essentiellement sur le rôle que doivent jouer les universités sur différents aspects éducatifs, socio-économiques et environnementaux. Et en parlant de ces rôles, tout le monde sait, c'est un peu le basique, que l'université a principalement 3 rôles. Parfois, on en ajoute un 4e ou plus. Le premier, c'est la formation et l'enseignement. Le deuxième, c'est la recherche. Et moi, j'aime ajouter recherche et innovation parce que ça me paraît indissociable. Le troisième, c'est les services à la communauté. La pandémie nous interpelle sur ces 3 aspects en réalité. Elle nous interpelle sur notre capacité à continuer à proposer de la formation et de l'enseignement. La pandémie nous interpelle sur notre capacité à continuer à faire de la recherche et de l'innovation. Mais elle nous interpelle aussi sur notre capacité à anticiper ce qui est arrivé. Parce que l'université, c'est le lieu où commence la recherche. C'est le lieu où on est initié à la recherche, et c'est le lieu où on poursuit la recherche, c'est le lieu où la recherche doit accompagner l'enseignement. Toutes ces pandémies, ou cette dernière pandémie, doit interpeller la capacité d'anticipation de la recherche universitaire, à côté de ce que peuvent faire les centres de recherche ou les laboratoires privés et autres. Elle nous interpelle aussi, cette pandémie, en ce qui concerne la 3e mission des services à la communauté. Comment aider, comment apporter notre contribution face au bouleversement social, économique, financier provoqué par cette pandémie. Parce que cette pandémie aura tout touché. Tout touché. Et notamment créer des fossés supplémentaires, rendus plus vulnérables certains qui l'étaient déjà suffisamment, et créer de la précarité là où parfois il n'y en avait pas, y compris dans une classe moyenne, des entrepreneurs, des PME qui sont retrouvés en grande difficulté, mais aussi peut-être même des grandes entreprises, des pays, bien sûr. Que doit apporter l'université dans ces 3 domaines? Alors, l'enseignement à distance ou le télétravail est une très bonne réponse, je crois, pour ce qui concerne l'administration de l'université. C'est une bonne solution, comme d'autres entreprises d'administration l'ont fait, bien sûr. Et nous pousse à nous poser la question de ce que nous devrions faire désormais face à d'autres événements de ce type. C'est peut-être pas le dernier, peut-être qu'ils seront différents, peut-être ce sera la guerre, peut-être ce sera autre chose, et tout. En ce qui concerne l'enseignement à distance, au niveau du Congo, ça fait 4 ans que nous plaidons pour sa mise en place. Pas seulement pour faire face aux pandémies, parce qu'on n'anticipait pas une chose pareille. Non, parce qu'il n'est pas possible d'envisager aujourd'hui une évolution sérieuse, adaptée à celle du monde, sans que le numérique ne soit au centre de l'enseignement à distance. Je suis heureux que la francophonie ait pris ça en main avec les conférences IDESUB que nous organisons régulièrement. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. La capacité à offrir de la formation de l'enseignement parfaitement adaptée aux besoins de nos pays passe par le partage, la mutualisation, la coopération, la collaboration, la mobilité. Et je ne crois pas qu'on puisse faire cela aujourd'hui, d'avoir les moyens financiers, humains, de le faire si on n'utilise pas toute la technologie numérique. Donc, nous, ça fait 4 ans, on dit au gouvernement, nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller. On n'a pas d'autre choix. Et on y travaillait. Malheureusement, il y avait la crise qui est un peu ralentie. Beaucoup de pénalistes. Oui. Est-ce que je voulais finir? Et donc, je peux vous dire qu'il y a quelques jours, notre chef de l'État a dit au ministre des Finances, vous trouvez de l'argent, quelle que soit la crise, pour mettre en place une solution sérieuse, pérenne, ministérielle, d'enseignement à distance, parce que plus ça ira et moins on pourra s'en passer.
Alors, est-ce que c'est la panacée? Non, bien sûr. Il faut clairement définir ce qu'on en attend, ce que l'on peut faire avec, comment on doit l'utiliser, comment l'intégrer. L'environnement dont parlait le ministre Mouridani tout à l'heure, bien sûr, technologie. Qui a accès, qui n'a pas accès? Qu'est-ce qu'on fait en présentiel? Qu'est-ce qu'on fait en distanciel? Mais dans tous les cas, il faut considérer qu'aujourd'hui, l'enseignement à distance doit faire partie du paysage éducationnel international. Merci, Monsieur le Voilà, ministre. merci beaucoup. Comme on a un timing assez court, on va passer à la deuxième question qui est sur les universités. Les pays et les universités se sont beaucoup endettés, mais la question est aussi un petit peu, est-ce qu'il n'y aura pas une chance pour les universités de s'engager davantage dans une économie du savoir et de la recherche et également de l'éducation permanente? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question sur la possibilité pour les universités de trouver une relance, même si elles vont se retrouver également endettées comme tous les pays avec le Covid? Est-ce que monsieur le... Oui, Madame Gaboury, volontiers. Allez-y, Madame Anne Gaboury. Oui. Alors, écoutez, moi, je pense que spécifiquement pour la relance, mais aussi pour le futur des universités, c'est extrêmement important qu'elles s'intègrent davantage dans les enjeux sociétaux. Et si on veut aussi réduire les inégalités, il faut accélérer le développement des opportunités. Et on n'est pas dans un univers qui évolue en simplicité, on est dans un univers qui évolue en complexité. Alors, plus que jamais, ça requiert les enjeux que nous avons, autant en termes d'environnement, de réduction des inégalités, de défis face à la COVID, ça requiert la conjugaison de plusieurs savoirs et de plusieurs acteurs dans la société. Et moi, je pense que les universités pourraient jouer un rôle beaucoup plus actif dans la connexion de ces savoirs-là, puis dans la connexion de ces acteurs-là. Et il peut faire ça de différentes façons au travers de ses rôles habituels, mais aussi en innovant dans la façon de se positionner dans sa communauté. Alors, le développement des savoirs, la connectivité des savoirs, c'est une stratégie du futur. Alors, les universités peuvent s'intéresser à ça de différentes façons. Premièrement, favoriser elles-mêmes des connexions à l'intérieur de projets d'expérimentation, des conjugaisons de différents savoirs scientifiques, la santé, la technologie, l'ingénierie. Et donc, dans leur projet d'intervention, développer ce type de connexion-là, s'intéresser, étudier le dynamisme de ces interactions-là. Je vais vous donner un exemple. Au Québec, on a par exemple des entreprises manufacturières qui sont en retard dans la modernisation de leurs opérations. Puis on a des startups qui sont innovantes, qui ont des nouvelles technologies et qui peuvent aider les entreprises, mais ces univers-là ne connectent pas. Donc, on perd des opportunités, on perd des innovations. Et ça, tout le monde fait le même constat, mais comment on peut connecter ces univers-là? Moi, je pense que les universités devraient chercher les stratégies qui peuvent amener ces connexions interdisciplinaires, mais interacteurs aussi. Et finalement, développer des talents dans ce sens-là. Dans le futur, ça va prendre des gens qui sont capables de faire des traits d'union entre les différentes expertises. Ça prend des gens qui sont formés en technologie, mais qui sont capables de comprendre la finance, la mise en marché, la santé. Ça prend des gens qui sont capables de faire d'établir des ponts entre les disciplines et entre les acteurs. Et ça, c'est une habileté du futur. C'est quelque chose qui est extrêmement stratégique pour libérer les innovations, les amener au marché et créer des opportunités plus nombreuses dans notre société. Il y a beaucoup de potentiel actuellement qui ne se développe pas parce qu'on reste dans nos silos. Merci beaucoup, Madame Gaboury. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut répondre? Monsieur le doyen, Salim Dakash, vous avez la parole, oui. Oui, merci beaucoup. Oui, à propos de cette question des savoirs et de la conjugaison des savoirs, je pense que le premier objectif
de l'université en général, mais en tout cas, disons, partant de Beyrouth ici, c'est aujourd'hui maintenir la qualité de la formation. La qualité de la formation par l'enseignement, par la recherche scientifique et aussi par l'éducation citoyenne, si je peux dire. Parce que il y va de la valeur du diplôme. Le diplôme comme passeport et justement pour une bonne employabilité. Ça, je pense, c'est un point essentiel pour nous. Et là, disons, il y a pas mal, disons, de possibilités, d'activités qu'on peut, disons, offrir à nos étudiants. Disons, l'enseignement en ligne ne favorise pas, disons, toutes ces activités, si je peux dire, qui demandent une présence sur le campus, mais on s'ingénie à ce que, disons, au moins, disons, une partie de ces compétences, parce qu'il s'agit de compétences, de profils de sortie, soit, disons, acquises par chaque, disons, étudiant. Il est vrai qu'une situation, disons, lorsqu'on regarde un pays du Sud comme le nôtre, qui n'est pas Sud, mais qui est Nord en même temps, c'est paradoxal. Il y a, disons, une partie de la population qui a un accès plutôt facile, même, disons, au cœur de la pandémie, au cœur de la crise monétaire, financière que vit le Liban actuellement et la région. Mais il y a aussi une autre partie, je pense, qui souffre et qui n'a pas les moyens. Moi, je vois, il y a des gens au niveau de l'université qui ont, disons, des possibilités, du matériel, des équipements qui sont puissants et qui sont bons pour l'apprentissage en ligne, mais il y a, disons, une partie aussi de nos étudiants qui n'a pas vraiment, disons, l'équipement qu'il faut. La plupart travaillent sur leur, oui, c'est vrai, sur leur mobile, sur leur téléphone, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, l'université, à ce moment-là, doit aussi être réellement une université sociale, ouverte à la société et solidaire. Je pense que c'est à ce moment-là, disons, que l'université doit jouer son rôle pleinement, disons, d'université à utilité publique, à but non lucratif, afin d'aider la majorité des étudiants à pouvoir être connectés et à poursuivre justement leurs études afin, disons, qu'ils réalisent un bon parcours et acquérir un bon diplôme. Ça, je pense, l'université, à ce moment-là, devient l'université des valeurs. Et je voudrais insister sur dans une situation comme la nôtre, aujourd'hui, l'université doit être, elle est résistante, elle est résiliente, mais en même temps, disons, elle se veut solidaire. Au cœur même de la pandémie, on a bien vu que bon nombre de clubs d'étudiants ont agi et justement ont montré leurs compétences de point de vue citoyen, de point de vue solidarité citoyenne avec les populations les plus fragiles en offrant de la nourriture, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que l'université aujourd'hui, d'une part, elle doit, disons, au cœur même, disons, de cet enseignement qu'elle offre en ligne, parce que c'est la réalité, et là maintenant, disons, nous sommes en confinement total ici à Beyrouth, nous ne faisons que de l'enseignement en ligne presque. Et d'autre part, disons, elle doit être une université sociale, une université ouverte sur son monde, sur son environnement social qui est justement, disons, très divers, comme ça a été dit, entre, disons, des gens qui ont des capacités et d'autres qui n'en ont pas. Merci, Monsieur Le Goyen. On va passer à la troisième question, qui est sur les changements dans les chaînes d'approvisionnement. On l'a vu que sur l'agriculture, sur la santé, et quel peut être le rôle des universités dans leur enseignement, des sciences de la gestion, dans leur recherche, pour répondre à cette nouvelle approche économique plus locale, avec des chaînes plus locales, notamment pour ce que je disais sur l'agriculture ou la santé. Qui voudrait répondre à cette question?
Madame Juman, vous voulez répondre? On ne vous a pas donné la parole encore, comme vous avez des compétences économiques. Est-ce qu'il y a un vrai changement, vous pensez, sur justement ces chaînes d'approvisionnement? Alors, donc, moi, je pense que je vais aller plutôt dans le sens où la crise sanitaire vient de bouleverser les modèles économiques traditionnels. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'heure de la transformation digitale. Et aujourd'hui, plus que jamais, la transformation digitale est la clé de la vie de nos activités, de nos business. Donc, on voit que maintenant, donc, nous sommes touchés par la deuxième vague du Covid. Le confinement vient d'être remis en place dans de nombreux pays. Et se digitaliser n'a jamais autant été au cœur de stratégie de nos activités. Et il est devenu primordial d'avoir une vision à long terme, donc sur le long terme, mais aussi d'oser prendre des risques. Donc, si je fais une comparaison avec le business, une entreprise sur 5 va disparaître d'ici 3 ans à cause des problématiques qui sont liées à cette transformation digitale. Et il y a presque 40% d'entre elles qui ne se sont pas armées pour y faire face. Et en plus, si vous regardez les levées de fonds des startups en 2020, la moitié d'entre elles digitalisent un processus ou un usage et le renouvellement pour être plus performant. Donc, que ce soit pour ouvrir des nouveaux canaux d'acquisition, des futurs clients ou des nouveaux clients, accroître la visibilité à un niveau local, permettre la continuité de l'activité, que ce soit dans le business, mais on peut voir aussi sur la partie académique, et permettre aux gens de continuer à travailler, à télétravailler, parce que c'est le sujet qui a été abordé donc, dans la première question. Adapter le business model à la situation actuelle. C'est sûr qu'il faut s'adapter pour traverser cette période d'incertitude inédite. Je pense que même 2021 devrait être une année tout aussi complexe, avec peut-être un allongement du confinement et peut-être la postée d'une 3e vague. Et donc, digitaliser l'activité et favoriser l'innovation est indispensable pour permettre aux entreprises de trouver des solutions pour survivre. Maintenant, c'est sûr que quand on va dans cette logique, il y a des risques et des défis à relever. Donc, les règles d'une stratégie d'immobilisme, parce que le digital bouleverse le jour de la concurrence. Donc, pendant que nous, on ne fait rien, peut-être, d'autres évoluent, et donc les risques pour les entreprises sont évidentes. Et finalement, ce n'est pas du pessimisme, c'est vraiment que du réalisme qu'on a dedans. Après, il y a pas mal de défis à relever. À partir du moment où on veut passer 100% en ligne, c'est vrai que l'utilisation des nouveaux outils ou produits ne va pas sans blocage, bien sûr. Parce que quand on dit nouveaux outils, on dit transformation des habitudes des utilisateurs. Plus largement, conduit du changement. Parce qu'on a des nouvelles façons d'échange, de travail, modèle de business, faire du business, où l'apprentissage de tout ça ne seront pas acceptés, appréciés par tout le monde. Et pas tout de suite. Donc, je pense que ce qu'il faut être bien mis en place, c'est une dose d'accompagnement pendant toute cette période et l'importance de l'onboarding. Maintenant, l'onboarding de l'utilisateur consiste aussi l'accompagnement dans sa première dans utilisation des nouveaux outils que nous avons à la disposition et aussi l'utilisation d'une manière à maximiser l'échange d'usage réguliers. Donc, j'aimerais aussi ensuite faire peut-être plus tard donc le transfert de la même manière dans laquelle on va voir donc le jeu et comment les universités peuvent utiliser donc la même analogie finalement et le rôle qu'elles peuvent jouer parce que l'onboarding n'est pas le seul point à privilégier pour garder une expérience client complète. Et donc, c'est sûr que selon les activités, parce qu'on a aussi donc une différence entre le type d'activité que nous avons, une expérience complète nécessite des points de contact physique, d'autres non. Et dans ces situations, la digitalisation de nos activités
en mettant en place des produits ou des outils pour pouvoir continuer, doivent accompagner le parcours de manière à valoriser l'expérience globale des utilisateurs. Merci beaucoup, Madame Giman. Comme on a des universitaires, Monsieur le ministre, vous voulez répondre un petit peu justement quel est le rôle des universités, l'enseignement supérieur dans ce changement de paradigme? Oui, merci. Alors, je voudrais d'abord dire que j'approuve totalement ce qui vient d'être dit par Madame Giman. Mais alors, totalement. Je voudrais simplement ajouter sous un autre angle. Nous avons tous vu cette pandémie arriver et provoquer un bouleversement total à tous les niveaux. Mettre tous les pays, y compris les plus puissants, les plus riches, les mieux nantis, dans le désarroi total. On a vu des populations, des entreprises et des pays entiers, des prix des matières premières complètement bouleversés, la croissance économique mondiale qui s'est complètement détériorée. Et cela fait dire aux politiques qu'il y aura un monde d'avant et un monde d'après. Le monde d'avant, on le connaît. Mais entre le monde d'avant et le monde d'après, il y a le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut, face à ce qui arrive, gérer, développer de la résilience, de l'adaptation. Il faut survivre. Pour certains, c'était simplement de la survie. Et surtout pour les universités, puisque notre propos est quand même sur les universités. Quel est le rôle des universités? Ne vous inquiétez pas, je vais arriver aux universités. Et vivre. Et je veux qu'on fasse le tour de table. Merci. Aujourd'hui, les politiques, on les voit, ils sont au fronton de ces problématiques. Les scientifiques interviennent pour la riposte à la maladie. La question, c'est quel rôle doivent jouer les universités, à la fois dans l'aujourd'hui et dans le monde de demain, pour la résilience, pour l'adaptation, pour la survie, sur tous les plans. Quel rôle doivent jouer les universités? Et ça veut dire que l'université, au-delà de la formation, de l'enseignement, qui est donc notre mission de base, est obligée de prendre une autre place dans la société. J'ai l'habitude de dire dans mon pays que les universités sont les plus grands think tanks de nos pays, bien sûr. Sont nos plus grands bureaux d'études, sont nos plus grands observatoires. Et ça veut dire que l'université doit presque se réinventer. Et moi, je suis également d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Gabouri, bien sûr. Et l'université doit jouer un rôle moteur de la société pour la réinventer, pour l'adapter, pour emmener la conjugaison, j'aime l'expression qu'elle a utilisée, des savoirs, des expertises, pour les mettre ensemble, pour parler avec tous les autres acteurs. Et je n'ai pas le sentiment que nous parvenions à sortir de notre rôle traditionnel de formateur, d'enseignant, de la recherche, adapté essentiellement à nos enseignements, pour prendre la place que la société, avec ces bouleversements, et la pandémie l'a montré, nous exige, nous demande de prendre désormais. Je crois qu'il faut que nous ouvrions, que nous parlions davantage aux autres, que nous parlions aux acteurs économiques, aux acteurs sociaux, aux populations. Il faut écouter pour savoir réellement ce que nous devons apporter. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'on a la compétence pour ça. Je ne mets pas de doute là-dessus. Voilà. Faciliter le travail, puisque vous venez de parler de la société, qui est la deuxième ensemble de questions. Et justement, j'aimerais bien qu'on passe à ce deuxième thème. Notamment, c'est un petit peu été abordé un peu par Mme Fuong, mais comment avez-vous géré, vous surtout universitaires, ce qu'on a vu comme stress, comme isolement, à la fois des enseignants, des personnels qui travaillent dans les universités et des étudiants, que ce soit, je pense, dans les pays du Sud et dans les pays du Nord, surtout, comme vous avez tous l'air de dire, ça risque de durer, ce tel enseignement risque de se généraliser, et comment on peut gérer l'isolement des étudiants et le rapport quand même traditionnel que nous avons eu, ou comme enseignants ou comme étudiants, un rapport direct et présentiel. Quelles sont les idées pour un petit peu améliorer tout ça? Qui voudrait répondre à cette question? Monsieur Janqui et Madame Fuong après. Alors d'accord, Monsieur Janqui et Madame Fuong après. Votre micro. Merci beaucoup. Cette période d'isolement a été extrêmement difficile et nous étions obligés de nous réinventer effectivement et pour comprendre les difficultés de chacun. Les difficultés du personnel enseignant, du personnel administratif, mais aussi des étudiants.
Il n'y a pas qu'un problème de cours, il y a un problème de santé, problème social, problème psychologique qu'il fallait comprendre. Donc, personne n'était bien durant cette période, et d'ailleurs jusqu'à maintenant. Mais il faut rester bienveillant. Et c'est ce thème que nous avons tout développé, être bienveillant. Cela veut dire ne pas imposer une attitude. Concernant les étudiants et les enseignants, nous avons développé le télétravail, téléenseignement, tout en disant aux étudiants, si vous avez des soucis, on peut venir en aide. On a pu donner des ordinateurs. Justement, le lien avec le privé, avec les collectivités qui ont pu intervenir auprès de l'université pour donner des ordinateurs qu'on a remis aux étudiants. Des connexions Internet. Il y a des étudiants qui étaient isolés et les enseignants isolés, un isolement total. Donc, on a pu, avec les entreprises téléphoniques, donner des box pour que ces enseignants puissent venir faire leur cours, aux étudiants de suivre leur cours. Et puis, on a mis une cellule d'écoute pour que le personnel, les étudiants qui ont des soucis, puissent discuter avec une infirmière même qui, après, prenait contact avec un médecin, un psychologue en fonction des besoins de ces personnes. Puis, on a distribué des repas. Il y a des entreprises qui sont venues distribuer des repas au niveau des centres régionaux des œuvres universitaires pour les étudiants qui sont restés sur place dans les cités universitaires. Donc, il y a eu une mobilisation de toute la société autour des étudiants durant la période de confinement et qui continue à ce jour. Merci, M. Jean-Guy. Madame Phuong, vous vouliez prendre la parole? La parole est à vous. Oui, en fait, pour le Vietnam, le confinement n'a pas été très long. Nous avons eu ça juste pour 2 semaines. Et après, avec la deuxième vague, ça dépend des villes. Il y a des villes où on a fait le deuxième confinement de 14 jours. Mais vous êtes le pays qui a dû gérer le Covid, a priori. C'est ça. Donc, on n'a pas été très touché en fait par les cas contaminés, mais quand même, à l'université, nous avons déployé des activités pour la première fois dans notre histoire d'enseignement. Heureusement, chez nous, il y a des réseaux sociaux, Facebook, par exemple, ou Zalo, c'est en fait un réseau social sur télémobile. Et presque tout le monde a ces réseaux et utilise ces réseaux. Et à travers cela que nous avons travaillé, où nous avons découvert les problèmes des étudiants. Parce que l'université elle-même a le réseau Facebook et d'autres réseaux internes. Et nous découvrons aussi des problèmes des professeurs à travers cela. Mais dans l'enseignement proprement parlé, nous avons aussi un système d'enseignants conseillers pédagogiques. Chaque enseignant comme ça s'occupe de 100 étudiants. C'est comme vous voyez comme c'est comme dans les lycées ou dans les écoles secondaires, il y a des enseignants responsables d'une classe. Mais là, c'est une grande classe de 100 personnes. Je pense que dans les cas de pandémie ou de crise, le rôle de ces enseignants, conseillers pédagogiques, est très important parce que ce sont ces enseignants qui connaissent assez bien les étudiants et auprès desquels les étudiants vont dire le problème et ce sont les enseignants qui vont les aider à transmettre les besoins vers le niveau plus élevé. Voilà. Merci. Est-ce que Madame Sophie Damour voudrait réagir à... Oui, j'aimerais ça, comme on dit en québécois, faire du pouce sur certaines des propositions qui ont été faites. Et nous aussi, Monsieur Jean-Guy, on a beaucoup parlé de l'organisation bienveillante et agile. Et je pense qu'un des constats de la pandémie aura été de réfléchir à cette nouvelle organisation, cette organisation moderne là, qui émerge et qui est, comme Madame Gaboury le disait, beaucoup plus branchée sur sa communauté. Beaucoup plus branché sur sa communauté. On a vu
un appétit pour la connaissance et une disponibilité des professeurs, des chercheurs pour rentrer en interaction, co-construire des solutions pour faire face à la pandémie. Et ça nous a permis de mettre en place des initiatives, je vous en partage une là, l'escouade de la relance socio-économique, où là, les équipes multidisciplinaires, parce que ce que Mme Gaboury dit là est tellement fondamental. Dans cette transformation, là, les solutions, elles sont pas spécialisées. Elles vont se trouver dans cette complexité, dans ce regard croisé, et on ne pourra pas résoudre ces grands défis de société qui sont là devant nous, particulièrement le grand défi économique. Vous savez, ce grand défi économique, si on porte qu'un regard financier à ce défi-là, on va payer et payer et payer. C'est-à-dire qu'on va continuellement être dans une dynamique qui ne nous mènera pas à solidifier les piliers d'une relance durable, structurante. Et c'est là où je pense que les universitaires, les universités ont un rôle à jouer significatif. Puis ce qu'on va voir, moi je suis convaincue, ce qu'on va voir, c'est des contributions plus globales, des structures universitaires basées sur je dirais l'ambition d'apporter des connaissances puis des solutions à des défis de société. Et déjà, on le voit là beaucoup, mais ça va s'intensifier. Puis je vous dirais l'autre chose qu'on a vu là, qui est remarquable, hein, au Canada. J'ai oublié de vous dire, moi, je préside le conseil d'administration de Université Canada. Nous sommes 98 recteurs, rectrices au pays qui sommes membres de cette association. On a vu 1,4 million d'étudiants en moins de 2 semaines se retrouver à étudier à distance. C'est une bascule là qui est impressionnante. Donc, on a vu une mobilisation. J'étais pas parfait, on n'avait pas tous les outils, mais on a réussi à le faire. Et tout à l'heure, je vais finir avec ça parce que vous avez parlé de chaînes d'approvisionnement critiques et comment les pays doivent regarder avec une approche nationaliste ce défi-là d'assurer des chaînes de valeur d'approvisionnement critique. Et je vous dirais, une des plus fondamentales, c'est de ne pas créer la rupture dans la formation des générations montantes. Arrêter de former les jeunes, ce serait une catastrophe. Et faut tout faire pour maintenir nos universités en capacité de leur mission fondamentale. Et je pense que il faut faut apprécier ce que les universités ont fait dans des conditions extrêmement difficiles, de maintenir je dirais bien vivant le rêve des étudiants et des étudiantes, puis de leur permettre d'avancer, même si c'est difficile. Puis je pense qu'on va apprécier parce que souvent, on a des pays qui sont souvent bien dotés en ressources naturelles, mais pour aller chercher la pleine valeur de ces ressources naturelles, ça prend du talent, ça prend des hommes et des femmes, ça prend des gens qui sont bien formés. Et puis, briser cette chaîne-là, si je peux utiliser cette image, c'est briser une chaîne critique au développement des pays et des nations. Alors, je voulais placer ça dans des termes économiques parce que vous nous dites comment on peut faire valoir notre travail dans une période où les pays investissent tellement, où la dette augmente. Ben c'est ça l'enjeu. Et puis, je peux vous dire que les pays qui vont s'en sortir, les pays qui vont se relever rapidement de cette grande crise, ce seront ces pays qui auront misé sur la formation des gens.
Et dans plusieurs cas, la requalification, puis la spécialisation, puis des gens qui vont retourner au travail parce que leur métier n'existera plus ou leur entreprise aura fermé. Mais c'est ça qui va faire la différence. Puis, les universités, et ça, je suis convaincue, de par le monde, vont travailler ensemble pour qu'on puisse continuer de faire notre métier. Merci, Madame la rectrice, sur ce message très positif sur l'université. Je trouve que ça tombe très bien ce soir. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur justement il semble que la place de l'université dans la cité a changé, que d'un mal est sorti un bien d'un certain côté. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point? Sinon, on passera, je pense, au troisième point. Je vais juste faire un commentaire. Merci beaucoup, parce que je rejoins complètement donc cette présentation donc qui a été faite par Madame Damour. Je veux juste pointer le rôle important aussi des entreprises dans tout cet enjeu, parce que pendant cette période, effectivement, la bonne collaboration entre le milieu économique et le milieu académique est très nécessaire. Donc juste avant la pandémie, donc beaucoup d'entre nous ont ouvert des partenariats très intéressants avec le milieu universitaire par exemple, pour soutenir et pour participer comme partenaire pour la mise en place des formations professionnalisantes. Et effectivement, à partir du moment où on rentre dans une période très compliquée où on passe en 100% en télétravail, nous, quand on était, par exemple, je vais donner l'exemple dans notre entreprise où on était partenaire pour la première formation professionnalisante en informatique en République de Moldavie, on s'est retrouvé dans une situation où les bureaux étaient fermés. Dans les programmes de stage, par exemple, les étudiants n'en pouvaient pas venir de faire des stages comme avant. Donc, du coup, avec l'université, donc on a été capable de mettre en place et faire un transfert rapidement, donc les intégrer donc exactement comme nos employés donc en télétravail, et se baser sur des projets innovants que nous avons travaillé avec l'université, qui ont répondu à tous ces besoins d'actualité donc liés à la pandémie. Et il y a quelque chose de très important, je pense qu'on doit dire, c'est l'éducation est dans une activité un peu contre-cyclique. On a cette chance d'être dans cette activité contre-cyclique. Quand le marché d'emploi se porte bien, les étudiants trouvent plus facilement des emplois qui correspondent à leurs attentes. En revanche, quand le marché de l'emploi se retourne, les étudiants préfèrent faire des études beaucoup plus longues, faire 1 ou 2 ans d'un master pour se mettre à l'abri, puis ressortir sans avoir perdu leur temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. On va avoir des problèmes économiques et c'est sûr. Donc le numérique se porte très bien, ça va continuer donc parce que la transformation digitale donc elle est au cœur un peu de ce relance économique et tout le monde donc a besoin aujourd'hui. Donc les entreprises du numérique se comportent bien, ça veut dire qu'il y a un enjeu pour former les gens sur tout ce qui est les métiers de demain, pas les métiers d'aujourd'hui, pas les métiers d'hier, mais de réfléchir quels vont être les métiers de demain pour lesquels on doit former les étudiants. Merci, Madame Giman. De nouveau, là, vous facilitez la transition avec les métiers de demain, parce que je voudrais qu'on passe au troisième thème, qui est celui de l'environnement. Et l'une des questions, justement, était est-ce que, au profit de cette crise sanitaire, mais également de la crise de l'environnement, du réchauffement climatique, et on voit bien d'ailleurs les deux urgences et comment les pays font face aujourd'hui, comment les universités se préparent à la fois dans la recherche et dans l'enseignement à ces deux urgences qui arrivent coup sur coup, et comment vos universités ou vos centres de recherche s'y préparent. Qui voudrait répondre à cette question plus large sur l'environnement et les universités? Si vous permettez. Oui, bien sûr, monsieur le recteur. Monsieur le doyen, pardon. Oui, allez-y, monsieur Laclache. Je ne vois pas mon image parmi vous, mais c'est pas grave. Non, tout à fait. Je pense qu'il y a un véritable changement de paradigme de la société globale. La prochaine révolution
la quatrième révolution industrielle caractérisée par des nouvelles technologies qui vont nous amener à réfléchir sur l'avenir du monde et des modifications structurantes et une économie de la connaissance, une économie numérisée. Et tout ceci amène les universités et le monde du savoir à préparer les métiers de l'avenir, comme on dit. On est au stade du balbutiement de cette prise de conscience. Il y aura de la résistance dans toute la société puisque l'inclusion pour que toute l'humanité participe à ces gains de productivité, à cette nouvelle économie de la connaissance va être difficile parce que nous avons des inégalités sociales, il y a des exclusions, il y a des milieux difficiles et les métiers vont changer, comme l'a si bien dit Madame Damoud, je pense. Il faut réfléchir que les métiers de demain sont des métiers à 60% numérisés djihadisés. L'acquisition même des savoirs va être modifiée. Il y aura de plus en plus des cours en MOOC, des cours en ligne, il y aura de moins en moins des campus physiques, mais il faut préparer les métiers, il faut préparer la société, l'économie, les entreprises, digitaliser, et donc tous les processus de cette économie qui doit intégrer effectivement l'écologie, qui doit intégrer donc une économie bleue, qui doit intégrer les exigences d'un environnement propice, donc d'une économie sans déchets, une économie décarbonée, une économie avec le moins d'usage des matériaux et aussi l'autodestruction. Et donc c'est toute une conception qu'il faudrait que les universités jouent pour préparer l'avenir, un avenir sain. Dire que nous serons amenés à rentrer dans une économie circulaire, pas une économie linéaire, et donc utiliser le moins de carbone possible, améliorer le processus de création des objets, mais aussi de leur destruction dans le respect de la nature. Et cette prise de conscience de ces exigences doivent être enseignées et doivent être aussi pratiquées sur le marché de l'emploi, mais ceci prendra du temps. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pourriez essayer de remettre votre caméra en route, parce que malheureusement... Je ne suis pas arrivé, malheureusement. Pas d'accord. Pardonnez. Monsieur le recteur d'ACA, je voulais répondre justement à cette question qui était plus spécifique de ma question sur quel rôle les universités peuvent faire dans les métiers de demain, notamment sur l'environnement et elles-mêmes, dans leur empreinte carbone. Oui, c'est une question, je pense, fondamentale quant à la mission de l'université pour demain. Quelle va être la mission de l'université, de toute université, devant, disons, cette problématique du réchauffement climatique? Et je pense aussi de la question sanitaire, puisqu'il s'agit, vous l'avez, disons, fait remarquer dans votre question, qu'à la base, aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire et on ne sait pas, disons, à quel moment, malgré, disons, les annonces de vaccins qui arrivent, à quel moment nous allons sortir de cette crise sanitaire. Je pense que là, nous avons quand même, disons, à relever le défi au niveau de nos universités afin d'être proche de notre, disons, société, de nos sociétés et de cette problématique sanitaire. Et je pense que nous, au niveau, disons, de notre université, nous profitons du fait que nous avons un hôpital, l'Hôtel-Dieu de France, que nous gérons avec une grande faculté de médecine séculaire depuis 1883. Nous avons une bonne expérience jusqu'à maintenant parce que nous avons, au début de la pandémie, au mois de février-mars, immédiatement mis, disons, une partie de l'hôpital à la disposition des patients, disons. Et ainsi, disons, nous avons engagé nos corps médicaux et soignants dans cette perspective-là. Et je pense que ça a été une bonne chose et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, c'est un défi, un grand défi, parce qu'il y a eu pas mal de gens du corps soignant qui ont été médical, qui ont été affectés par la maladie. Et au niveau libanais aussi, il y a même, disons, comme dans tout pays, il y a eu des décès dans le corps médical et soignant.
Je pense que l'autre, disons, pendant, si je peux dire, de cette question, mis à part de la mise à disposition de l'hôpital pour, disons, contrer la pandémie, c'est la recherche scientifique. Et la recherche, à ce niveau-là, je pense qu'on est malgré la crise que nous vivons au niveau multiple, c'est une recherche qui a porté aujourd'hui sur pas mal de sujets. Et il y a peut-être, disons, d'après ce que je suis du centre éthique qui un peu, disons, accompagne toutes ces recherches, et le vice-rectorat à la recherche scientifique, il y a eu à peu près 200 disons, recherches jusqu'à maintenant, travaux de recherche qui ont été faits. Donc, je pense que l'université, pour aujourd'hui et demain, en tenant compte de cette problématique qui va être collée à notre peau pendant assez longtemps, doit, disons, s'embarquer là-dedans, et je pense que son apport est pratique et en même temps important dans ce domaine. Bon, je pense qu'il y a un point que je voulais, disons, dont je voulais parler tout à l'heure, c'est le poids psychologique de cette crise sanitaire aussi, parce que en fait, le poids psychologique, il y a une pression tellement forte sur les gens que il y a pas mal de fuites de cerveau chez nous actuellement. Il y a des départs vers d'autres sociétés. Bon, il y a peut-être la crise financière qui joue un rôle important, mais il y a aussi, disons, le poids, disons, de cette crise sanitaire qui ne termine pas. Voilà. Disons ce que je voulais dire, disons, à ce niveau-là. Merci, Monsieur le doyen. Est-ce que quelqu'un veut répondre plus précisément au changement que l'université pour avoir de leur organisation, de leur enseignement, de leur recherche en raison du réchauffement climatique et de l'environnement? Alors, je ne vois pas que les participants à l'écran, donc si quelqu'un d'entre vous veut répondre. L'environnement ne fait pas recette. Je pense que Mme Fong est prête. Vas-y, Madame. Oui. Madame Pardon? En fait, pour les Haïti, oui, voilà. Je parle pour le cas du Vietnam. Le réchauffement climatique a eu des impacts directs sur notre agriculture, un pays qui vit beaucoup de l'agriculture. Donc, le gouvernement vietnamien a adopté pour les objectifs millénaires pour le développement durable. Depuis 2017, le ministère de l'Éducation a aussi élaboré un plan d'action de l'éducation nationale de l'UNESCO pour l'agenda UNESCO sur le développement durable. Mais là, on sait toujours qu'entre la politique et ce qui est fait dans la réalité, il y a toujours un retard et un écart. Et là-dessus, je pense que les universités vont jouer un rôle très important dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable lancés par l'UNESCO. D'abord dans l'éducation, parce que tout commence par la conscience, par l'éducation. Je pense que les universités doivent mettre en place des contenus sur le réchauffement climatique, le développement durable dans les cours. Parce que, et ça dépend des universités, hein, mais parfois il faut quand même une intégration soit partielle dans des leçons, soit par un cours et soit par un diplôme même. Il me semble qu'à l'Université Laval, il y a même un diplôme sur cela. Et là, c'est dans la formation. Mais dans les activités elles-mêmes de l'université, les dirigeants doivent en être conscients aussi. Tout ce qu'on fait à l'université, l'énergie qu'on consomme, l'eau qu'on consomme, tout cela, est-ce qu'on a bien pensé à des solutions durables? Est-ce que dans votre université, c'est déjà en cours? Est-ce qu'il y a déjà des cours sur le réchauffement climatique, par exemple? Je ne pense pas que c'est déjà systématique. Hein. Parce que c'est l'université qui décide
les contenus d'enseignement, s'ils intègrent ou ils n'intègrent pas, ça dépend des universités, hein, vraiment. Si les dirigeants sont conscients, c'est vraiment, je pense que c'est important, hein, cette volonté politique des dirigeants universitaires. Et dans la recherche aussi, on a des recherches proactives, c'est-à-dire des recherches qui prévoient des mesures des mesures pour éviter cela. Mais il y a aussi des recherches, je dirais, réactives, c'est-à-dire juste pour réparer les erreurs qui sont déjà là, vous voyez. Mais au Vietnam, nous devons réparer les erreurs des conséquences ou des impacts qu'on doit subir. Il y a pas mal de recherches là-dessus contre l'inondation, la sécheresse, etc. Mais de toute façon, je pense que l'université doit jouer un rôle acteur principal dans ce type d'enseignement ou dans ce type d'éducation aux citoyens futurs. Voilà. Merci Mme Fung. Est-ce que quelqu'un veut ajouter une réflexion justement sur le rôle des universités dans par rapport à ces doubles crises, dans un changement réel des facultés, des cours, de l'organisation? C'est trop tôt. Madame Damour? Non, c'est déjà en cours et puis je pense qu'il faut accélérer le travail là, à l'échelle internationale. Vous vous souviendrez, il n'y a pas une année, on a eu les marches pour le climat à travers le monde. Elles ont été sans précédent, puis elles ont été portées par une jeunesse universitaire. Et cet idéal là, je vous dirais que la génération actuelle dans nos universités, il est porté haut et fort et de façon très idéaliste, mais il faut se souvenir quand nous étions sur les bancs universitaires, nous avions nos idéaux et puis somme toute, on en a une société qui atterrit pas très loin de ça. Donc, il faut imaginer qu'ils vont devenir des acteurs clés de cette transformation-là et il faut les former, les préparer. Et ce que l'on constate aussi, c'est que la société en général s'attend à ce que les universités soient exemplaires aussi dans ces pratiques. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas toujours toutes les ressources financières pour démarrer des programmes qui vont nous permettre de transitionner l'usage énergétique, refaire nos bâtiments pour qu'ils soient plus des empreintes carbone moins lourdes, revoir même nos façons de distribuer la nourriture, etc., de gérer nos propres ressources. Donc là, il y a somme toute des défis, mais on peut faire beaucoup de choses dans les universités, puis servir d'exemple, et particulièrement dans tout le volet, je dirais, d'inclusion. Et d'accessibilité, de faire en sorte que nos universités soient plus accessibles, soient plus inclusives et soient plus branchées sur les communautés en besoin. Donc, il y a beaucoup de façons de démontrer l'adhésion aux grands principes de développement durable. Quand on prend vraiment la question environnementale, on n'y échappera pas. Donc, définitivement, il faut se mettre au travail. Nous, on l'a fait. On a lancé cette année ce qu'on appelle le grand réseau UNICE, où on a mis un réseau des leaders étudiants du monde qui ont la caractéristique d'avoir démontré par leur action un engagement à trouver des solutions. Donc, à passer à la prochaine étape. Il y a l'étape de la mobilisation, du militantisme, et puis il y a l'étape après de la mise en œuvre. Et à ces étudiants, on essaie de leur donner une plateforme pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et là, on voit des étudiants du Sud, du Nord, de tous les continents travailler ensemble. Mais il y a de grandes attentes de recherche, de formation et d'exemplarité auprès de nos collectivités, c'est certain. Merci, Madame la rectrice. Il est 9h. Est-ce que je pourrais ajouter? Oui, rajouter, parce que vous avez dit qu'à 9h pour terminer. Donc, quelques mots, s'il vous plaît. D'accord, voilà. Je pense aussi que le rôle de l'université est très important auprès des jeunes.
parce que de 18 ans jusqu'à 22 ans, ils sont prêts, les idées sont formées et sont consolidées. Je pense qu'il y a un élément culturel aussi dans la pensée des gens. Par exemple, en Asie, le succès est manifesté par la richesse. La richesse, par exemple, j'ai 2 voitures chez moi, des choses comme ça. Donc, il faut changer ce mode de pensée, ce mode de consommation aussi. Il faut être conscient de la consommation qu'on a chaque jour, parce que le changement du comportement est un facteur clé dans le changement pour changer le climat ou autre chose, je pense. Et aussi changer dans le mode de pensée. Je prends un exemple. Une université que je viens de visiter a construit un gros bâtiment au modèle occidental avec beaucoup de vitrines. Et là, après, une fois le bâtiment est fini, ils ont réalisé que la consommation d'énergie coûte un tiers du salaire de toute l'université. Ça vaut pas la peine. Tandis qu'on a déjà des bâtiments construits à la façon vietnamienne, bien adaptés au climat tropical. Pourquoi pas imiter un modèle européen dans ce cas-là? Voilà. Désolé qu'on vous ait imposé. Voilà. Merci, Madame la vice-rectrice. Je vais rendre la parole à Monsieur Charbonneau, puisque je crois qu'on avait vers 9h, on passait à la 2e ou 3e partie de notre débat. Et je vois qu'il y a 26 questions dans le public, ou 25, mon compteur vient de bouger. Oui. Mais j'ai pas eu le temps de les lire. Merci, Monsieur Sergent. Effectivement, c'est difficile de tout gérer. Il y a beaucoup d'informations et beaucoup de contenu intéressant de tous les coins de la planète. Écoutez, c'est vraiment appréciable. Alors, je vais inviter maintenant l'honorable sénatrice, Madame Forrest-Missing, peut-être à venir nous faire part de quelques observations issues de ces échanges. Et j'inviterai par la suite le recteur de l'AUF peut-être également à y aller également de certaines observations. Alors, Madame Forrest-Missing. Bien, d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement non seulement aux organisateurs, mais à tous les panélistes pour cette discussion fort intéressante, enrichissante, mais qui nous porte vraiment à réfléchir au contexte problématique de la pandémie, en mettant l'accent, comme il le faut, sur des solutions, des moyens constructifs de transformer les défis en occasion et d'en ressortir plus fort. Plus conscients de nos rôles respectifs en tenant compte de notre dépendance sur les contextes sociaux, économiques, locaux et mondiaux. C'est le cas de le dire que tous ont su accomplir en quelques mois ce qui aurait normalement pris des années. Je crois que c'est Madame Damour qui a fait le point d'entrée de jeu. Ça a très bien mis la table pour la discussion que nous avons eue. Le rôle des universités, étant donné leurs 3 rôles principaux au niveau de la formation, de la recherche et l'innovation et du service à la communauté, ont un rôle très important, nous le savons, à jouer pour combler les fractures socio-économiques et environnementales dont nous avons discuté. Le besoin d'adapter sa vision pour se tourner vers des solutions à des sujets émergents et pour répondre aux inégalités qui ont été mises en lumière par la pandémie est d'une importance primordiale. Comment donc prendre avantage du télétravail, qui a été un des premiers sujets discutés, et de l'enseignement à distance comme moyen de joindre un plus grand nombre partout au monde? L'usage des technologies numériques est essentiel, nous le savons, et c'est un usage qui se manifestait et qui s'amplifiait dans l'avant-crise, mais qui nous a obligés vraiment face à cette urgence de maintenir nos liens et de communiquer davantage l'un avec l'autre. Et donc,
l'utilisation de ces technologies-là est essentielle, mais il ne faut pas non plus hésiter d'imaginer des options hybrides, virtuelles, et de trouver des moyens de gérer en ce faisant les déficits et les inégalités d'accès et les effets, quelqu'un faisait le point, de la délocalisation de l'emploi. En parlant de relance économique, il y a une importance évidente pour les universités de ne pas tomber victimes de l'endettement accru au niveau mondial en réponse à la pandémie, de se prendre en charge et de participer au plan de relance économique. Les universités doivent saisir l'occasion de contribuer davantage vers la solidarité sociale qui se dégage de la réponse à la pandémie avec de nouveaux programmes ou du nouveau contenu pour les programmes existants. Les vulnérabilités qui existaient avant la pandémie étaient bien présentes, mais elles ont été exagérées, aggravées et exposées par la pandémie. Les problèmes de santé mentale, nous en avons parlé, affectent tout le monde. Tout le monde. On ne parle pas tout simplement de vouloir protéger et répondre aux besoins de notre population étudiante au sein des universités. Il faut parler aussi de soutenir ou le besoin de subvenir aux besoins en matière de santé mentale des enseignants et même des administrateurs au niveau de la gouvernance. C'est une période difficile, cette pandémie, qui nous a obligés de nous réinventer. Les universités doivent être elles-mêmes plus conscientes de ces inégalités-là et de prendre les moyens pour assurer des réponses et des solutions plus égales et accessibles. Et plusieurs d'entre vous avez donné des exemples des moyens par lesquels vous avez augmenté votre capacité de contrer l'isolement des étudiants, de répondre à leurs besoins, incluant dans un cas même la livraison de repas. Ce qui est admirable. Au-delà de ces murs, par contre, les universités participent, nous le savons, à part entière à la réduction des inégalités qui ont été mises en lumière à cause de la pandémie. Nous avons parlé d'exemples nombreux, le besoin de revoir la chaîne alimentaire pour réduire la dépendance sur les ressources mondiales et à l'étranger, pour adopter une approche plus nationaliste, le besoin de collaborer entre le milieu économique et le milieu social, l'importance des entreprises, plus particulièrement en ce qui concerne les changements climatiques, les universités ont clairement un rôle, non seulement une prise de conscience par rapport à leur propre empreinte carbone au niveau des programmes, mais aussi au niveau des activités universitaires. Les universités doivent en plus poursuivre des efforts de recherche et d'innovation scientifique qui tiennent bien en compte l'importance de répondre au changement climatique et d'apporter des solutions ou de poursuivre la recherche par rapport aux solutions pour l'environnement. Si ça comporte, entre autres, la possibilité de considérer de nouveaux programmes, de nouveaux moyens d'enseigner qui tiennent compte des problèmes liés à l'environnement et au développement durable. Les grandes conclusions, j'en ai retenu quelques-unes. C'est clair que la mission sociale de nos universités devient d'autant plus importante. Nos universités doivent être ouvertes sur leur environnement et sur le monde d'aujourd'hui et celui de demain, celui de l'avant-crise, celui de l'après-crise. Le développement et la conjugaison des savoirs, une expression qui m'a bien plu et qui capte bien ce concept-là. Donc, le développement et la conjugaison des savoirs dans tous les domaines, en tenant compte de la réalité que tous les domaines ont été affectés par la pandémie et en faisant des ponts entre eux pour en réaliser le plein potentiel. Somme toute, il faut faire tout ça sans jamais perdre de vue la mission fondamentale de l'éducation de la jeunesse, leur formation, cette belle jeunesse qui va être chargée de mener
le débat, la charge. Alors voilà. Merci pour cette belle synthèse, ce beau récapitulatif des échanges, Madame la sénatrice, et également de vos grandes conclusions. Alors, ça nous aidera certainement dans l'établissement des recommandations qui doivent découler de cette table ronde. Monsieur le recteur, auriez-vous quelques idées, quelques suggestions qui vous viennent de proposer après avoir entendu tous ces échanges? Oui, alors, à la fin de ce débat très, très enrichissant, je ne vais pas reprendre l'excellente synthèse de Madame la sénatrice, que je remercie, parce qu'elle a repris effectivement l'essentiel des idées qui ont été développées ce soir, mais je tirerai juste votre attention sur quelque chose, sur la complémentarité des avis des participants ce soir, parce que ce soir, on avait les politiques, on avait les entreprises et on avait les universitaires. Et ce qui est très intéressant, c'est la complémentarité des approches. Les politiques aujourd'hui nous ont exprimé notamment la prise de conscience politique de l'importance d'un certain vecteur de développement par l'université, notamment ce besoin de numérisation. La transformation numérique n'était pas forcément portée par tous les politiques. Et ça, c'est très intéressant de le constater. Juste un chiffre, l'AUF est présente par des campus numériques dans à peu près 25 pays d'Afrique et nous dépensons à peu près entre 50 et 80% du budget de fonctionnement en connexion Internet. Et c'est des budgets, évidemment, qui sont au détriment de la formation, au détriment de la recherche, au détriment d'autres choses. Et donc, c'est une question très importante que les investissements se fassent dans cette formation des universités pour qu'elles soient au service des sociétés, d'un point de vue financier, aussi d'un point de vue légal parfois, parce que juridiquement, beaucoup d'universités se retrouvent un peu démunies par rapport au cadre juridique pour pouvoir agir dans certains pays en tant qu'acteurs de la transformation. Et ça, c'est le côté politique qui est très important. Ensuite, les entreprises. Aujourd'hui, les cadres d'entreprises aujourd'hui qui nous ont expliqué l'importance de la transformation de l'université pour que les diplômés de l'université et les compétences nécessaires demandées aujourd'hui par les entreprises, demandées aujourd'hui par le marché de l'emploi, ce qui n'est pas toujours, ça a été un combat depuis toujours, mais aujourd'hui les transformations sont encore plus rapides et encore, donc les besoins des entreprises se transforment également, et cette agilité que devraient avoir les universités aujourd'hui est absolument nécessaire dans notre réflexion. Et puis après, on a les universitaires. Alors les universitaires, du fait qu'ils nous ont dit ce qu'ils faisaient et ce qu'ils devaient faire, leur rapport le plus important à mon sens, c'est de donner de l'objectivité au débat de ce. On a parlé de l'environnement. L'environnement, c'est souvent un débat passionné, parfois même idéologique. Et c'est le rôle de l'université peut-être de dépassionner ce débat, de rendre le débat plus scientifique, plus objectif. Mais cela nécessite aussi que les universités aient plus de prospective. Nous avons dans nos universités, et notamment les universités du Sud, un manque d'approche prospective, d'approche anticipative. Et je pense que la recherche et développement et les formations innovantes que nous avons évoquées peuvent participer à cette approche prospective qui donnerait encore plus de valeur et plus de poids à l'apport des universités dans cette fracture. Nous avons parlé tout à l'heure aussi, les universitaires ont évoqué aussi comment on a dépassé très rapidement le blocage psychologique vis-à-vis de l'enseignement à distance, notamment de certains collègues, notamment des enseignants universitaires qui avaient une certaine réticence pour certains et dans certaines régions. Et puis, en étant obligés de passer à l'acte très rapidement parce que la pandémie l'a exigé, et ben finalement, ils se retrouvent, finalement, c'est pas si mal que ça et c'est peut-être moins compliqué que ce qu'on pensait. Et donc, si les jeunes allaient très facilement vers les nouvelles technologies, certains enseignants avaient du mal et grâce à cette pandémie, on a vaincu ce blocage psychologique pour beaucoup d'entre eux. Mais il reste quand même la question de l'égalité des chances. L'égalité des chances de tous les étudiants vers l'accès à ce savoir à distance. Alors, on ne va pas rester dans l'enseignement 100% en ligne, évidemment, puisque la pandémie, un jour, va partir. Et donc, on
on va passer à des approches hybrides où il y aura un dosage intelligent qu'on fera à chaque fois et en fonction des besoins entre le distanciel et le présentiel, mais il ne faudra pas qu'ensemble, tous, on n'oublie pas cette égalité des chances nécessaire à toute la jeunesse du monde pour justement former ce citoyen du monde qui nous est cher. Voilà, je voulais rajouter cette idée de la complémentarité des approches des différents acteurs. Merci. Merci, Monsieur le recteur. J'ajouterais également à cette dimension de la provenance des fonctions autour de la table, c'est la dimension géographique. Alors, nous avions des gens aujourd'hui d'Asie, d'Afrique, d'Europe, du Canada, alors des Antilles. Alors, écoutez, ça donne du Moyen-Orient. Alors, je regarde tout le monde à tour de rôle. Je tiens à remercier M. Sergent aussi pour la modération, l'animation, la présence de la sénatrice. Et écoutez, ce qui est fantastique, vous savez, c'est que la technologie n'est pas encore parfaite. Alors, il y a eu des petits ratés. Parfois, il nous manquait une image, le son. Il fallait revenir 2-3 fois, réouvrir notre micro. Dans 20 ans, l'intelligence artificielle va nous rendre ça si facile et tout sera beau, tout sera parfait. Et on aura oublié qu'on a coopéré aujourd'hui, être tous ensemble à donner notre avis sur la situation et à voir ce qu'on fait dans une situation unique. Hein. Nous ne connaîtrons, je le crois, on croisera tous nos doigts qu'une seule fois dans notre vie, cette situation de pandémie. Et je vous remercie donc tous véritablement, sincèrement, de votre effort aujourd'hui à cette discussion. Et voilà, je crois que ça donnait un très bon contenu. Alors, je voulais vous mentionner que c'était enregistré. L'enregistrement sera disponible, accessible. Je ne sais pas si je pourrais poser la question à M. Guitouni si on aurait le droit de mettre ça sur un site comme l'AUF, par exemple, à son compte YouTube. Je ne sais pas si c'est possible pour nous de le mettre là. Et donc, ça sera accessible à tout le monde via cette adresse. Alors, je tiens à remercier Madame la sénatrice, Monsieur le recteur, vous, chers panélistes, Monsieur Sergent, pour la participation aujourd'hui à cette table ronde. Et je tiens à remercier l'Université de Victoria, l'invitation des organisateurs, M. Guitouni, avec qui j'ai travaillé de façon plus rapprochée dans les 2 dernières semaines pour tout mettre ça en place. Merci Adèle. Et également, je remercie l'équipe technique, logistique et communication du forum. Et je vous remercie tous. Il y a eu 55-60 personnes qui sont connectées durant la table ronde. Alors, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette table ronde unique aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi. Un spécial merci à messieurs les ministres qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Merci à tous. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous, au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite à tous la santé. Oui. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. À tous. Ici. Bye.